Donc pour commencer, peut-être qu'on peut définir ce qu'on entend par numérique responsable et puis sobriété numérique. Alors le numérique responsable, ça se place sur les trois piliers du développement durable que sont l'économie, le social et l'environnemental. Donc l'idée, c'est de faire évoluer le numérique de manière à réduire son empreinte écologique, économique et sociale. Donc voilà, d'allier à la fois la réduction de l'empreinte environnementale tout en faisant attention aux questions économiques et sociales, évidemment. Et on a souhaité aussi parler de sobriété numérique, qu'on peut considérer comme une composante du numérique responsable. Donc Green IT présente la sobriété numérique comme le fait de concevoir des services numériques plus sobres et modérer ses usages. En fait, la sobriété, de manière plus générale, c'est ce qui consiste à questionner nos besoins, interroger la manière d'y répondre, donc satisfaire nos besoins, mais tout en sachant réduire l'impact en dimensionnant de la manière la plus juste, que ce soit sur le numérique comme sur d'autres sujets. Et donc après cette partie de définition, on souhaitait aussi parler de chiffres d'impact, puisque c'est ça aussi que vous pouvez retenir, les chiffres. Donc on a fait un petit parallèle, on a utilisé des chiffres de 2021 pour vous exposer l'impact du numérique par utilisateur. Alors en fait, pour que vous matérialisez aussi le numérique, vous compreniez que le numérique aussi a un impact sur l'environnement. Donc c'est un schéma qu'il faut lire par colonne et on dit que donc par utilisateur en 2021, le numérique représentait, donc on est sur des chiffres en mégajoules, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça correspond par exemple à 2 écrans géants de 85 pouces qui sont allumés en permanence pendant un an. C'est aussi l'équivalent de 4730 km parcourus en voiture récente, etc. Et ça par utilisateur, donc il faut évidemment le multiplier par le nombre d'utilisateurs en France, également dans le monde. Donc on voit que l'impact du numérique a des impacts vraiment conséquents sur l'environnement. Et donc pour la petite aussi anecdote, le saviez-vous, c'est il faut 800 kilos de matière première pour fabriquer un ordinateur de 2 kilos. Donc, on est sur des chiffres vraiment impressionnants. On ne se rend pas compte, on a un petit PC portable, il est assez léger, il fait 2 kilos. On ne se rend pas du tout compte de l'impact derrière que c'est d'extraire les matières premières, de le fabriquer, de le transporter, etc. Et donc, il faut 800 kilos de matière première pour le fabriquer. Et en faisant un autre parallèle par rapport à des chiffres, on parle de plus en plus, enfin bon, ça fait un moment qu'on en parle, des émissions de gaz à effet de serre. On en parle de plus en plus. Pourquoi? Parce que la France est dans une politique de France Nation verte et en 2050 d'atteindre la neutralité carbone. Donc on peut aussi voir quelle part le numérique a dans ces émissions de gaz à effet de serre. En 2020, donc toujours en reprenant des chiffres, le numérique représentait 2,5% des émissions de gaz à effet de serre en France uniquement. Donc ça représente 17 mégatonnes de CO2 équivalent, mais c'est surtout pour voir les projections aussi à 2050 qui ont été faites. Si on ne fait rien, si on n'agit pas sur l'empreinte environnementale du numérique, on fait une multiplication par 3 de cette dans cette quantité d'émissions de gaz à effet de serre. Donc face à ces projections qui sont alarmantes, on a l'ADEME et l'ARCEP qui ont rédigé des scénarios de transition 2050 en disant bah, comment la France peut arriver à une neutralité carbone en 2050. Et finalement, pour présenter leurs conclusions, ils ont tiré 4 grands leviers d'action sur lesquels il faut agir. Et les deux premiers, c'est vraiment ceux dont on va le plus parler aujourd'hui. Stabiliser le parc de terminaux d'équipement, allonger la durée de vie des terminaux, concrètement, ça veut dire éviter d'acheter tout le temps, acheter du neuf de manière automatique, c'est stabiliser le parc de terminaux en essayant d'avoir des bons gestes, etc. De toute façon, on va en reparler. Et ça, c'est vraiment le premier levier d'action sur lequel il faut agir. Ensuite, on parle d'éco-conception des terminaux et de services numériques. Ça, c'est quelque chose dont on va moins parler aujourd'hui, mais il faut avoir conscience aussi que sur un PC portable, sur un PC, le logiciel qu'on va utiliser, il a un impact, c'est lui qui va dégrader le matériel aussi, et donc il faut faire attention à sa conception, etc., pour que lui aussi, il réduise l'empreinte environnementale du numérique. Et finalement, sensibiliser les consommateurs, encourager la sobriété des usages, des modes de consommation. La sobriété, donc Sacha a présenté tout à l'heure. Et ce qui est important, c'est de dire le pourquoi. Pourquoi on s'engage dans une stratégie numérique responsable et il faut que vos agents, vos élus et les habitants des collectivités ils comprennent le pourquoi. C'est pas une réduction de coûts, c'est pas uniquement du greenwashing comme on peut dire, c'est vraiment une ambition et c'est vraiment une réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Et donc après, ces chiffres,
c'est l'État qui a décidé donc de mettre en place et de publier des obligations, donc des lois. C'est ça le centre de notre webinaire aujourd'hui, de vous présenter les deux obligations, les deux lois principales qui existent aujourd'hui. Peut-être la première que vous connaissez, qui est la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Donc c'est une loi qui date du 10 février 2020. Ses objectifs, il y en a trois: protéger, informer le consommateur, allonger la durée de vie des équipements numériques, donc qui rejoint un peu les leviers d'action dont j'ai parlé juste avant, et donc par ça, obliger l'État et les collectivités à intégrer ces enjeux dans leur politique d'achat. Donc j'ai remis un peu le tableau qui est publié par le décret pour dire le pourcentage en fait des achats qui doivent être faits, qui sont issus du réemploi, de la réutilisation, intégrant des matières recyclées, tout ça pour éviter d'acheter du neuf, de fabriquer. On se rappelle du chiffre 800 kg de matières premières pour fabriquer un ordinateur de 2 kg. On évite absolument cette situation. On réutilise, on réemploie, on réaffecte. Et donc simplement un exemple pour expliquer, sur un achat annuel d'ordinateur, donc pour vous, pour des collectivités, sur un montant total de 100 000 euros, en fait, c'est 20 000 euros minimum qui vont être obligatoirement dépensés pour des ordinateurs issus du réemploi, de la réutilisation. Et on a 80 000 euros maximum qui peuvent être dépensés dans du matériel neuf. Donc voilà, c'est sur le pourcentage de nouveau matériel qui est acheté. Et en fait, pour faire le prolongement de cette loi, 1 an et demi plus tard, l'État a publié donc la loi REEN, la loi réduction de l'empreinte environnementale du numérique, le 15 novembre 2021. Et donc ces objectifs, c'est de prolonger la loi AGEC et de prendre conscience de l'impact du numérique. Donc là, on est aussi sur la sensibilisation, allonger la durée de vie des produits et mettre en place une stratégie NR, donc numérique responsable. C'est sur ce troisième objectif que vous allez intervenir, sur lequel vous êtes concerné. Pour vous, ça donne quoi? Donc, toutes les collectivités ne sont pas concernées. On parle des communes et des EPCI, donc les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, regroupant plus de 50 000 habitants. Donc, on n'est pas sur toutes les EPCI. Sacha, si je me souviens bien, on avait dit que c'était sur les collectivités, pardon, 250 ou un peu moins de 300 collectivités. C'est commune plus EPCI, on est dans les 400 collectivités À en tout, 400, donc oui. effectivement, ça concerne pas la majorité. Pas la majorité, mais on va vous parler quand même des obligations qui vous concernent peut-être. Une obligation, une deadline qui était du 1er janvier 2023, donc qui est passée depuis 9 mois maintenant, l'obligation d'établir une feuille de route numérique responsable. Alors c'est quoi une feuille de route? Donc pareil, l'État a publié un décret pour l'expliquer un peu plus en détail. C'est un état des lieux quantitatif, donc pour dire par exemple les émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte carbone de la collectivité, et aussi recenser les acteurs concernés, qu'est-ce qui est impliqué dans le numérique responsable actuellement dans la collectivité, rappeler les mesures qui sont déjà menées pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et on fait une petite projection dans un peu plus d'un an. Au 1er janvier 2025, donc ces mêmes collectivités ont l'obligation d'établir une stratégie numérique responsable. Alors c'est quoi la différence? Concrètement, c'est prendre la feuille de route et la décliner en un plan d'action. Poser des objectifs de réduction de l'empreinte environnementale, établir aussi les mesures qui sont mises en place pour les atteindre. Et cette stratégie numérique responsable, elle doit faire l'objet d'un bilan annuel dans le cadre du rapport sur la situation en matière de développement durable. Donc ça, c'est une obligation qui existe déjà depuis 2011, chaque année, de rédiger un rapport sur la situation en matière de développement durable. Donc la stratégie numérique responsable doit faire continuer aussi dans cette lancée, toujours dans l'objectif de se dire que le numérique responsable doit maintenant être une part vraiment entière de la stratégie de la collectivité. Eh bien, après ce moment de description de toutes les lois, etc., on voulait savoir si vous aviez peut-être des questions, plus de compréhension sur ce qui a été dit, à la fois sur les définitions au début, les chiffres, et puis ensuite les lois. Est-ce que c'est compréhensible pour vous? Est-ce que c'est aussi des lois que vous connaissiez? Là, on vous laisse la parole, que ce soit à l'oral, vous pouvez le prendre, et aussi dans le chat si vous voulez poser des questions ou réagir, etc. Moi, j'avais une Je ne vois. petite Oui. question. C'est sur une des projections, enfin, sur la projection à 2050 qui disait qu'il y avait un usage, enfin, du moins une consommation x3, enfin de l'impact. Et Mm, mm. je me demandais en fait,
Euh, Quelles en étaient les causes en fait? Est-ce que c'est une augmentation du matériel ou c'est la consommation elle-même des données? Enfin, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui cause en fait ou qu'est-ce qui causerait ça dans les projections? Eh bien, dans les projections, vraiment, le premier levier, c'est surtout le matériel, c'est l'augmentation du nombre de matériel, puisqu'on ne se rend pas compte, mais au final, on a énormément d'équipements numériques autour de nous. On a tous un téléphone, une montre connectée, etc. Et en fait, ça se démultiplie de plus en plus. On commence à avoir 3, 4 écrans supplémentaires quand on est en train de travailler. Et c'est vraiment ça. En plus, bah, les PC qu'on achète, etc., ils sont de plus en plus performants. On cherche à ce qu'ils aient de plus en plus de, de stockage, etc., de performance. Et sauf on a aussi des logiciels qui sont de plus en plus consommateurs d'énergie, donc il nous faut des PC plus performants forcément. Et en fait, bah voilà, les matériaux qu'on va extraire, peut-être que au lieu de 800 kg de matières premières en 2050, ce sera plus de matières premières qu'il faudra extraire, sauf que ça demandera aussi plus d'énergie de les extraire parce qu'on épuise au fur et à mesure toutes les ressources. Donc, c'est c'est quelque chose d'assez global au final, c'est que tout consomme plus d'énergie. Aussi, avec la 5G, par exemple, on consomme aussi plus d'énergie sur notre téléphone, donc on épuise plus la batterie, donc on va aussi remplacer notre matériel plus souvent. Donc en fait, tout est lié, mais l'impact majeur, c'est vraiment les équipements, c'est le fait de fabriquer des nouveaux équipements, etc. Et ça renvoie aussi à une autre question que me posais par rapport à ça, c'est que est-ce que ça pose pas des limites justement au réemploi et à la réutilisation? Parce que on peut avoir du matériel enfin, en bon état sur le plan matériel, mais par exemple un ordinateur, je sais pas, qui a 10 ans, même s'il est fonctionnel, il sera peut-être pas capable de faire tourner des logiciels plus récents et ça pousse du coup à un renouvellement du matériel un peu pas forcé, mais Oui, oui, bah là, c'est là aussi où il y a la question de l'éco-conception qui était au début, c'est de se dire que euh, en fait, en mettant en place aussi la stratégie numérique responsable, c'est de dire la prochaine fois qu'on récupère, enfin qu'on achète un logiciel, qu'on met en place, etc., il faut faire attention à ce que lui soit éco-conçu, potentiellement l'entreprise qui l'ait développé ait fait attention à son impact environnemental. Et après, bah, au lieu de racheter du neuf, ce qu'il faut se dire, c'est potentiellement aussi l'améliorer, donc euh, changer ses composants, etc., avec aussi les indices de réparabilité qui sortent ou qui vont sortir, je ne sais plus si c'est l'année prochaine ou si c'est déjà fait, sur des ordinateurs en disant, bah voilà, ça va être facile de trouver des matériaux pour l'améliorer, le réparer, etc. Et après, ça peut être aussi de la réaffectation en disant, bah voilà, ce PC qui a 10 ans, peut-être qu'il ne peut pas avoir un logiciel énorme d'animation ou de design, etc. Mais peut-être qu'une autre personne qui fait, entre guillemets, du traitement de texte ou des mails, etc., peut-être cette personne peut réutiliser ce matériel et elle n'a pas besoin de matériel neuf. merci. Moi aussi, j'ai une question. Oui. Je me demandais parce que du coup, tout ça, ça comprend beaucoup de domaines. Comme vous dites, en fait, tout est lié. Et moi, quand on parle de numérique, par exemple, on parle beaucoup des data centers, des banques de données. Enfin, pour moi, en fait, le gros problème, en fait, il est là. Et par rapport au fait de pouvoir réparer son ordinateur, tout ça, en fait, ça demande des compétences. Et on les a pas tous. En fait, on n'est pas tous en capacité, en fait, d'être autonome à ce niveau-là. Et je me demandais si les filières en fait étaient déjà mises en place ou parce que si on arrive en fait tous en fait dans ce domaine-là, je pense que c'est en train de prendre, comme on dit en fait, la mayonnaise est en train de prendre. Mais si à un moment donné en fait on est bloqué parce que du coup les filières sont pas mises en place, et ben les gens ils vont se décourager et du coup on va faire marche arrière. Oui, c'est Voilà. sûr. Oui. Alors après, pour repartir du début de votre question sur les data centers, au final, c'est... Alors, on l'a pas mis dans ce slide-là, mais on a aussi un graphique qui représente vraiment l'impact des data centers, par exemple, par rapport à la fabrication des équipements numériques, des PC, etc. Et en fait, les data centers ne représentent quasiment rien par rapport aux équipements numériques. Fabriquer un PC portable, c'est beaucoup plus impactant que de fabriquer un data center. L'utiliser un PC portable aussi, un équipement numérique, a beaucoup plus d'impact que l'utilisation et le fonctionnement des data centers, finalement, à l'échelle mondiale, en fait. Donc, c'est aussi parfois une idée reçue de se dire que les data centers ont plus d'impact. En fait, le premier levier d'action, c'est quand même le remplacement, la réaffectation, le réemploi, etc. des équipements. Après, comme vous dites,
que si tout le monde se met à faire du reconditionné, etc., peut-être que les filières ne sont pas mises en place, mais ça dépend aussi des territoires. Il y a déjà beaucoup d'associations qui font du réemploi, de la réaffectation, de la réparation aussi de matériel. Donc après, il faut se tourner et chercher dans le territoire quelles associations et entreprises existent déjà dans ce domaine-là. Et effectivement, sur la question des filières, ça se met en place et sans doute que c'est très différencié, comme tu le disais, Juliette, en fonction des territoires. Et ça pose d'autres questions, effectivement, en termes d'usage. Je pense notamment à la question de l'uniformité du matériel, et que c'est effectivement plus facile de travailler avec du neuf parce qu'on a 20, 30, 40, 50 fois le même ordinateur, ce qui n'est pas forcément possible sur un lot d'ordinateurs reconditionnés. Donc là, il y a pas de réponse miracle. Je pense que ça se met en place et ça se mettra d'autant plus en place que la demande va se structurer. Mais c'est encore, je pense, quelque chose sur lequel il y a un peu d'incertitude. Et quand je parlais des data centers, est-ce que data center et banque de données, c'est pareil? Oui, oui, oui. Ok, C'est oui, oui. merci beaucoup. Merci Je à vous en vous. prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques avant qu'on reparte? Poursuivre. Eh ben, on peut continuer. Eh ben, c'est parti. Hop. Alors la question, maintenant qu'on a parlé un peu de pourquoi il faut se lancer dans le numérique responsable à la fois pour les enjeux environnementaux et pour les obligations, c'est que faire? Alors en grand point, on peut dire déjà se documenter, et le fait que vous soyez là aujourd'hui est une première étape, ou peut-être que vous avez déjà creusé sur le sujet en amont, en tout cas ça en fait partie. On va vous présenter aussi les étapes de mise en place d'une stratégie numérique responsable, différentes pistes d'action, et puis également pour avoir des éléments un peu plus concrets et incarnés, vous présenter rapidement 3 retours d'expérience. Hop. Donc pour ce qui est de la documentation, l'idée c'est de comprendre le numérique responsable et les obligations. Donc pour vous, je pense que vous avez maintenant en tête l'essentiel des obligations et de ce qu'est le numérique responsable, mais vous avez de nombreuses ressources à votre disposition. Et quand je dis vous, ça peut être aussi vos collègues dans d'autres collectivités, etc. En premier lieu, l'Agence nationale de la cohésion des territoires a publié, enfin conçu et publié des fiches et des modèles qui sont mis en ligne librement. La mission interministérielle en charge du numérique responsable a, présente sur son site un catalogue d'outils, donc qu'ils n'ont pas nécessairement conçu par eux-mêmes, mais qui compilent la plupart des ressources les mieux conçues en la matière. Juliette citait aussi également les scénarios transition 2050 conçus par l'ADEME, ont une place, qui laisse une place importante à la question du numérique. Et donc, selon les différents scénarios, on peut voir les possibilités d'évolution en la matière. Et puis, un élément de méthodo qui nous a semblé très important parce il est très complet et très bien conçu, et on rentrera dans le détail un peu après, c'est le guide méthodologique conçu par l'Institut du numérique responsable et les interconnectés. Et en dernier lieu, sur la question de la documentation, je vous invite, mais vous le faites sans doute déjà, à vous renseigner sur les retours d'expérience d'autres collectivités. On en a cité quelques-unes, mais ça ne se limite pas à ça, et ce sont sans doute les plus célèbres. La communauté d'agglo de La Rochelle, la région Bretagne, la région Nouvelle-Aquitaine, Nantes Métropole, Bordeaux Métropole, qui travaillent sur le sujet et puis qui communiquent aussi un certain nombre de leurs résultats. Hop, et puis comme Sacha l'a dit, eh ben, on va faire un focus aussi sur le guide méthodologique par l'INR et les interconnectés qu'ils ont publié. Pourquoi? Parce que pour nous, il représente vraiment de A à Z comment élaborer une stratégie numérique responsable, et c'est aussi en lien avec la loi Rennes et les obligations, puisque on a aux différentes étapes, on va arriver à la feuille de route et ensuite à la stratégie. Donc, on va vous présenter les étapes un peu plus en détail, et aussi, pour faire de manière globale, nous, on peut aussi vous accompagner sur l'intégralité de ces étapes. Donc, on ne va pas parler à chaque étape de ce qu'on peut vous apporter, etc., mais on en parlera aussi à la fin, après le temps d'échange. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il faudra rester jusqu'à la fin pour aussi découvrir ce que nous, on peut vous apporter. Et voilà, Sacha l'a bien dit aussi dans la slide d'avant, on a aussi résumé, nous, et déjà fait ce travail de documentation, tout ce travail de montée en compétences par rapport au numérique responsable, et c'est ça qu'on peut vous apporter et ce qu'on va vous apporter tout de suite.
Donc en fait, le guide méthodologique, c'est 3 grandes étapes. La première qui est la préparation. Donc au début, pour mettre en place une stratégie NR dans votre collectivité, il faut composer une équipe. Le mieux, c'est d'avoir une équipe qui soit transversale, avec des compétences transversales. Il faut des personnes de la DSI, il faut aussi des personnes dans d'autres services pour avoir des visions différentes et aussi pouvoir porter le sujet, mettre en place la gouvernance et cartographier vraiment pour initier la stratégie. Ensuite, on sensibilise les acteurs, monter en compétences, assurer l'appropriation par l'équipe projet et la gouvernance. Ce qui est important, c'est de se renseigner, de ne pas partir tête baissée forcément, de peut-être casser aussi des mythes ou des choses comme ça, voir quels sont les chiffres, comment ils ont été obtenus, quels sont les grands leviers d'action. Au final, qu'est-ce que la collectivité aussi peut faire? Donc, identifier les enjeux, projets environnementaux, sociaux et sociétaux de la collectivité. Il ne faut pas oublier non plus que le numérique responsable, il se base sur les 3 piliers du développement durable. Donc, on est sur l'environnemental, le social et l'économique. On a tendance à aussi beaucoup parler d'environnement, mais il y a aussi le pilier social qui est très important. Et donc, voir qu'est-ce que la collectivité peut faire, dans quoi elle peut s'engager, etc. La deuxième grande étape, c'est la définition de l'ambition en matière de numérique responsable sur le territoire. L'ambition, c'est simplement quels sont les objectifs qu'on se fixe, quels sont les moyens qu'on se donne pour les atteindre, et puis voilà, quelles sont les thématiques sur lesquelles on souhaite intervenir ou pas. Et pour savoir les objectifs qu'on veut se fixer, c'est-à-dire où on va, il faut déjà savoir où on en est. Et donc, la première étape, c'est de réaliser un état des lieux du territoire, donc déjà, et également en interne, évidemment, ce qui peut être déjà commencé à l'étape précédente, mais c'est d'identifier à l'intérieur de la collectivité et sur le territoire les actions de numérique responsable qui sont déjà en place, les acteurs qui sont mobilisés sur le sujet. Ça peut être des associations, ça peut être des entreprises, ça peut être des citoyens, des jeunes, voilà, tout un tas de collectifs et ça peut être aussi d'identifier des freins, des risques, des possibilités de conflits pour pouvoir aussi en amont les désamorcer. Et donc cet état des lieux, il doit servir de base sur laquelle vous pourrez construire toute la suite de votre action. L'étape qui suit, c'est la définition de l'ambition numérique responsable. Donc, comme je le disais, une ambition, c'est des objectifs, des moyens. Et on va rentrer un peu plus dans le détail de cette question-là pour vous présenter un peu les différents niveaux d'ambition qu'on peut identifier sur ce sujet. Alors, je ne vais pas y revenir, mais la première étape, la base indispensable, c'est de réaliser un diagnostic, un état des lieux. Et puis ensuite, différents niveaux d'ambition, ça peut aussi être le fait de choisir d'aller ou non vers le territoire dans son ensemble sur la thématique du numérique responsable. C'est-à-dire que votre stratégie de numérique responsable, elle peut aussi être avant tout un outil interne, avec un diagnostic interne, une mobilisation des agents et des élus pour avant tout réduire l'impact environnemental des usages, des pratiques, des équipements de la collectivité. Et bien sûr, la définition du niveau d'ambition, ça peut être aussi de choisir si vous allez sur l'ensemble des thématiques, que ce soit l'équipement, l'usage, l'approvisionnement, ou seulement une partie, et puis quelle réduction des impacts ça peut vous générer. Et puis l'ambition supérieure, on peut le dire aussi de cette manière-là, c'est d'aller chercher à impulser une dynamique territoriale de numérique responsable, c'est-à-dire d'aller emmener aussi tous les acteurs du territoire euh, dans la sobriété numérique, d'en faire des porteurs d'action, d'en faire des relais, de les sensibiliser. Donc vous voyez aussi qu'une stratégie numérique responsable, ça peut être beaucoup de choses différentes, de quelque chose de très localisé en interne à quelque chose de beaucoup plus large et qui soit une vraie interconnexion avec les acteurs du territoire. Pour revenir au guide, l'étape 6, ça va être de traduire l'ambition en une feuille de route, donc très simplement, et ça c'était l'obligation qui s'appliquait à un certain nombre de collectivités au 1er janvier de cette année. La feuille de route, c'est un programme de travail pour établir le plan d'action opérationnel en matière de numérique responsable. Donc,
Pour la troisième grande partie, bah, ça fait un peu la transition avec ce que Sacha vient de dire, c'est décliner, mettre en œuvre de manière opérationnelle la feuille de route. C'est de se dire, maintenant qu'on a l'état des lieux, on sait d'où on part, on sait où est-ce qu'on veut aller. Maintenant, il faut aussi décliner en plan d'action avec des actions, des objectifs, etc. pour comment réduire l'empreinte environnementale du numérique. Évidemment, l'étape à ne pas oublier aussi, c'est de faire voter la feuille de route à votre instance décisionnaire. Vous avez l'équipe, vous avez les chiffres, vous avez où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous allez. Voilà, maintenant, il faut faire voter pour que la stratégie, pour que cette feuille de route s'intègre aussi dans la stratégie globale de la collectivité. Donc, comme j'ai dit, décliner la stratégie en un plan d'action opérationnel détaillé. Et ce qui est important, c'est de piloter les actions, d'évaluer et d'ajuster aussi, puisqu'on ne fait pas une stratégie et qui est fixe à l'instant T, il faut qu'elle soit évolutive en fonction des objectifs, des résultats pardon, que vous allez obtenir. Peut-être que vous avez sous-estimé certains objectifs, que vous êtes capable de faire plus que ce que vous aviez dit au départ. Et ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et aussi de le faire évoluer et de parmi toutes ces actions aussi, de faire communiquer et de faire vivre la démarche en interne et en externe. Ce qui est important, c'est même si vous démarrez plutôt bas, c'est pas grave. Il faut aussi en interne que tous les élus, les agents soient conscients que vous êtes engagés dans le numérique responsable pour qu'aussi ils vous accompagnent dans votre montée en compétences, qu'une fois que vous avez atteint des objectifs, etc., que vous puissiez les partager avec eux en interne, mais aussi en externe en disant pour des acteurs, des associations, des écoles, d'autres collectivités qui ne sont pas engagées encore dans le numérique responsable. Ça peut les amener à se questionner aussi sur le sujet. Et pour les acteurs qui sont déjà engagés dans le sujet, soit ils vont venir vous accompagner, vous, peut-être, ou alors vous pouvez vous les accompagner dans leur lancée. Et tout ça en se disant, il faut pérenniser la démarche, il faut pérenniser la stratégie et qu'elle vraiment s'intègre dans la stratégie globale de la collectivité et dans toutes les questions que vous allez vous poser au niveau des besoins matériels, etc. Donc là, on a eu une approche un peu par la méthode et par les différentes étapes. On peut aussi prendre un prisme plutôt axé sur les thématiques et puis sur ce que vous voyez sous forme de schéma, l'analyse de cycle de vie, parce que l'idée du numérique responsable, c'est ça, c'est à toutes les étapes du cycle de vie des équipements et réussir à réduire l'impact. Donc sur la partie fabrication, transport, matières premières, ça correspond à une démarche d'achat responsable, donc l'inclusion de clauses environnementales, l'achat de matériel labellisé, l'achat de matériel reconditionné. Bon, sur le reconditionné, ça a aussi un lien avec la question de la valorisation. Il y a aussi des réductions d'impact qui sont possibles sur la phase d'utilisation. C'est ce qu'on appelle notamment des éco-gestes. Donc le fait d'éteindre plutôt que de mettre en veille, de gérer correctement ses fichiers et ses mails pour éviter que ça s'accumule. La question du paramétrage par défaut, je pense au mode économie d'énergie par exemple. Et puis globalement, le fait de prendre soin des équipements et d'accompagner les gens pour qu'ils puissent prendre soin des équipements de manière à ce qu'ils durent le plus longtemps possible. Je reviens pas sur ce que Juliette a expliqué tout à l'heure sur la question des logiciels éco-conçus de manière aussi à ne pas faire vieillir trop rapidement vos équipements. Et puis, encore une fois, quelque chose que l'on a cité tout à l'heure, le fait d'affecter le matériel selon le juste besoin, parce que au sein d'une organisation, une collectivité comme une entreprise, les besoins en matière d'équipement informatique ne sont pas les mêmes en fonction des métiers, en fonction des missions. Et dès lors, ça peut être aussi de réfléchir de manière un peu plus stratégique quand c'est possible à l'affectation du matériel. En matière d'allongement de la durée de vie, sur la fin de vie du produit, l'idée c'est déjà de la retarder le plus possible en réparant, en faisant de l'upgrading aussi, c'est-à-dire changer seulement une partie des composants pour que pour gagner en puissance et en durée de vie. J'évoquais la réaffectation en interne et puis le don, mais comme ça se fait déjà dans beaucoup de collectivités, par exemple, les ordinateurs qui sont plus adaptés à l'usage professionnel peuvent être par exemple donnés à des écoles. Et puis évidemment la question du recyclage qui est importante pour les équipements et les matériels qui ne sont plus réutilisables, de faire en sorte qu'ils partent dans les bonnes filières. Là, j'ai donné des exemples plutôt qui concernent les terminaux, les ordinateurs, les téléphones, mais c'est vrai aussi sur la question des centres informatiques, sur la question de l'impression, où il y a des vrais leviers aussi de réduction des impacts, que ce soit sur le matériel, sur l'énergie. Et il y a aussi une dimension sociale. Je vais te laisser Oui, présenter ça, Juliette.
Oui, bah, comme je l'avais redit aussi, et puis comme ça je l'avais présenté au début, c'est que le numérique responsable, c'est le pilier environnemental, c'est aussi le pilier social et c'est aussi une clause à ne pas oublier, puisqu'il est important dans une stratégie numérique responsable d'intégrer aussi la dimension sociale, d'être inclusif. Et donc la question d'accessibilité numérique, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous parle, puisque on parlait des obligations au niveau numérique responsable, et il y en a aussi. Il y en a même plus et il y a même des sanctions qui sont associées, à l'accessibilité numérique, à des obligations, puisque le numérique, il se doit d'être inclusif afin que tout le monde puisse accéder aux services publics qui sont de plus en plus dématérialisés. Donc c'est important d'intégrer aussi cette question pour intégrer 100 des personnes, des agents, des élus, des habitants de votre collectivité dans, les services que vous pouvez proposer, donc les services numériques. Et dans la dimension sociale, on a aussi les clauses sociales dans les marchés. Donc là, c'est lié à la fabrication, à l'extraction des matières premières, aussi au transport. Par exemple, quand on achète du matériel labellisé, il existe des labels qui font attention aux clauses sociales et qui attestent que, par exemple, les personnes qui ont travaillé à la fabrication de votre matériel ont travaillé dans des bonnes conditions sociales, etc. Donc ça, c'est aussi important de le prendre en compte. Donc, rapidement, ce que vous voyez figurer en bas de cette slide, c'est simplement l'idée, comme je le disais, que le numérique responsable, ça peut être un sujet uniquement traité en interne, mais aussi qui rayonne et que la collectivité met en animation sur le territoire auprès de collectivités de niveau infra, auprès de partenaires, d'associations, du grand public. Mais dans tous les cas, que ce soit en interne ou en externe, il nous apparaît vraiment important de travailler de manière collective, en transversale, de mobiliser les collègues dans différentes directions. En interne, c'est évident pour réussir à réduire au maximum l'impact dans l'ensemble de la collectivité, mais sur le territoire, c'est le cas aussi, parce qu'évidemment, pour parler aux acteurs économiques, le plus pratique sera de passer par les canaux habituels de communication que sont le service développement économique notamment. Voilà cette question des différentes pistes d'action, des thématiques sur lesquelles agir. On va vous présenter rapidement quelques retours d'expérience et puis ensuite on aura le temps de discuter avec vous. Oui, donc on va passer à 3 retours d'expérience. Donc le premier qu'on a pris, c'est Nevers Agglomération. On a pris aussi différentes tailles de collectivités pour que vous puissiez comprendre que voilà, il n'y a pas que les grosses agglomérations aussi qui s'engagent dans le sujet numérique responsable. Par exemple, Nevers, donc, qui nous dit que entre 2020 et 2022, ils ont réussi à augmenter la durée de vie moyenne du matériel informatique jusqu'à plus de 6 ans. Alors, il faut savoir qu'en moyenne, on est à 5 ans pour un ordinateur de bureau, 3 ans pour un ordinateur portable. Alors, on n'a pas eu encore leur retour d'expérience de comment ils ont fait ça, quelle fonctionnalité, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour arriver à ces plus de 6 ans. On peut se dire qu'ils ont aussi re-questionné la dynamique comptable et donc peut-être qu'ils avaient positionné à 5 ans en disant tous les 5 ans, on renouvelle de toute façon le matériel. Ils ont peut-être augmenté ce seuil en disant, bon, on l'augmente et du coup, on va se poser la question, comment on le répare, comment on peut recycler, comment est-ce qu'on peut euh, euh, mettre en place aussi des éco-gestes, donc sensibiliser aussi les utilisateurs. Comme Sacha disait, hein, il y a plein d'éco-gestes qui peuvent être mis en place pour faire attention à son matériel et essayer de le faire durer le plus longtemps possible. Et on a aussi un autre exemple donc de MACS Marraine Adour Côte-Sud qui, eux, c'est relatif aux impressions. Donc, ils ont diminué de 20% leurs impressions et ils ont un objectif de durée de vie des photocopieurs de plus 1 an et demi par rapport à leur durée de vie initiale. Comment ils ont fait? Donc, c'est ce qu'on met juste en dessous comme détail. En fait, ils ont mis un paramétrage en disant une fois qu'une personne lance une impression depuis son poste perso, il faut qu'il arrive sur l'imprimante et qu'il valide l'impression pour qu'elle se fasse vraiment. Donc, il y a une sorte de liste d'attente. Et grâce à ça, ils ont réduit de 20% les impressions. Comment est-ce que la durée de vie va être augmentée? Justement, il y a moins d'utilisation du matériel, donc forcément, il va durer plus longtemps. Voilà. Ah non. C'est bon. Puis l'exemple suivant, c'est la métropole Rouen-Normandie. Donc là, plutôt sur un exemple de numérique responsable vers l'extérieur, vers le territoire. Eh bien, c'est le fait que dans leur plateforme en ligne dédiée aux entreprises, ils présentent un module court de formation au numérique responsable, donc 5 modules en réalité, avec pour chacun 4 à 7 minutes de vidéo, la transcription, une fiche de révision, des ressources, des exemples, donc un parcours qui peut se faire de manière assez rapide et qui permet d'avoir une vision assez large de ce qu'est le numérique responsable
Donc c'est une manière aussi pour la métropole Rouen-Normandie de proposer cette montée en compétences aux entreprises du territoire et plus largement, comme c'est en accès libre, à l'ensemble des personnes qui pourraient être intéressées. Ouais, et puis du coup, pour faire un peu le parallèle, on a aussi l'INR, donc l'Institut du numérique responsable de La Rochelle, qui propose, eux, un MOOC, donc qui se fait en 2 temps. Il y a 30 minutes de vidéo et sinon c'est 4 heures. Et en 30 minutes, on comprend vraiment les impacts du numérique, etc. En 4 heures, on a beaucoup plus de contenu et on a aussi à la fin la possibilité de passer un test, donc avoir un certificat en disant, voilà, je connais le sujet. Donc tout ça, ça vient évidemment avec la sensibilisation au numérique responsable, vraiment comprendre le pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, quel est vraiment l'impact concret du numérique sur l'environnement. Et ben, après ces retours d'expérience, ces actions, cette présentation et aussi du guide méthodologique, on voulait maintenant avoir un temps d'échange avec vous, déjà pour savoir si vous aviez peut-être des retours d'expérience à partager que vous avez déployés dans vos collectivités ou que vous connaissez d'autres collectivités. Et après, un petit temps d'échange si vous avez des questions, etc. sur tout ce sujet-là. Donc même chose, soit vous prenez la parole, soit vous écrivez dans le chat, c'est vous qui choisissez. Et on peut élargir le questionnement aussi si vous le souhaitez, au-delà de la question de, voilà, de retour d'expérience que vous auriez à nous partager, à partager avec les autres participants au webinaire. Est-ce que vous, aujourd'hui, il y a une difficulté au sein de votre collectivité qui vous semble pas élucidée? Est-ce que vous avez un point de blocage ou est-ce que, au contraire, vous avez une action identifiée qui vous semble importante de mettre en œuvre rapidement? Je vous invite à partager ça avec nous. Nous, on n'a pas de retour d'expérience à proprement parler là-dessus, à part ce que vous avez évoqué pour les impressions tout à l'heure. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été mis en place quand même chez nous. Je pensais pas que ça avait Mhm. autant d'impact pour le coup, mais enfin, en tant que utilisateur, ben, voilà, on a ça qui a été mis en place. Après, j'ai l'impression que ça part quand même faut qu'il y ait une volonté aussi au sein de la collectivité, des services peut-être plus en charge du matériel et de l'informatique pour que ce genre d'action puisse être déployé. Mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu neuf. En tout cas, nous, de notre point de vue, il y a beaucoup de choses qui se sont allées très vite, notamment avec en termes d'équipement, avec la période de Covid et confinement. Il y a eu Mhm. toutes des dotations en ordinateurs portables, alors qu'avant c'était plutôt des ordinateurs fixes. Voilà, enfin, il y a eu pas mal de changements. Donc, je pense que c'est quand même des choses qui vont demander un peu de temps pour être pris en compte. Mais un petit peu le retour qu'on peut avoir, nous, de notre point de vue sur la collectivité où je suis. Et cette question-là, un peu de l'évolution de la dotation, parce que j'imagine que c'est quelque chose qui a dû arriver dans un certain nombre de collectivités, si ce n'est toutes. Aujourd'hui, vous avez un suivi, vous avez commencé un état des lieux un peu du matériel, des changements de pratiques, éventuellement aussi des demandes des usagers, parce que j'imagine qu'un agent qui a un ordinateur portable plutôt qu'un fixe peut potentiellement avoir envie de rester sur cette formule-là. Est-ce que voilà, c'est un travail que vous avez peut-être entamé de faire un état des lieux? Alors, pas à ma connaissance. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on échange avec les collègues du service informatique, parce que nous, pour le coup, on est au service déchets. Donc, ça Mhm. nous intéresse aussi, du coup, beaucoup cette question-là, hein, parce que bah, c'est évidemment la question de la limitation de la production de déchets. Mais c'est vrai que ça, ce travail-là, il a pas, enfin, en tout cas, nous, on n'en a pas connaissance de soi. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été amorcées du côté des collègues de l'informatique. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas amorcé forcément de choses sur cette question-là. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, oui.
Mais non, non, je sais qu'il y a eu Merci. ouais, pas mal de renouvellements et que bah ouais, suite au Covid et que le parc a été, je pense, pas entièrement, mais pas loin d'être renouvelé parce que avec le télétravail, Ouais. il a fallu équiper tout le monde. Donc ça a été aussi, même en termes de logiciels, euh, équiper enfin, tout le monde avec des logiciels pour travailler à distance, avoir accès aux serveurs. Donc oui, il y a eu quand même une petite révolution de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que les effets en termes de matériel et d'impact numérique, j'avoue que moi, de mon point de vue, je les vois pas trop. Enfin, je les ai pas. En tout cas, je les ai pas vus. Oui, bah oui, forcément. Puis après, comme ça, je disais, ça doit forcément concerner la question du renouvellement du parc, d'avoir des PC portables, d'avoir aussi des logiciels, c'est vrai, hein, que ce soit des logiciels d'appel, des logiciels de gestion, etc., qu'on doit avoir forcément sur le PC portable. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est fait. Et puis après, c'était une situation aussi un peu extrême, fallait prendre des décisions vite, etc. Et puis la question était pas forcément mature dans beaucoup de collectivités comme des entreprises privées, etc. Mais là, du coup, ouais, c'est quelque chose sûrement à mettre en place pour aussi la durée de vie et la fin de vie des équipements qui ont été renouvelés pour le Covid, parce qu'on arrive à je suis, 2 ans après le Covid, je sais pas. Trois. Si dans 3 ans, par exemple, oui, si dans 2 ans, même s'il faut renouveler tous les équipements, c'est quand même la question de est-ce qu'il n'est pas possible de rallonger la durée de vie de certains? Est-ce que de la réaffectation, etc. Mais c'est aussi des questions économiques, forcément, en numérique responsable, 3 piliers, le pilier économique qu'on a aussi moins évoqué, mais forcément, de ne pas racheter du neuf, de remplacer ou de juste racheter un composant, etc. Forcément, ça coûte aussi moins cher, donc ça peut être aussi un levier de pourquoi mettre en place cette stratégie et des actions comme ça. Ce qui me semble est peut-être plus compliqué, je crois, sur un parc d'ordinateurs portables, Mm. si on doit changer une pièce, contrairement à peut-être un ordinateur fixe où on a peut-être plus facilement accès aux composants et aux changements. Ça, je sais pas si, après, c'est peut-être aussi des questions de d'éco-conception, justement, des machines au départ. Peut-être qu'il y a des ordinateurs portables plus facilement réparables que d'autres aussi. Oui, et puis après, du coup, c'est là aussi où il y a l'indice de réparabilité. Il faudrait qu'on se renseigne sur le sujet, de voir quand est-ce que c'était, etc. Mais il y a des matériels forcément et des PC qui sont plus facilement réparables, d'une part parce qu'on peut facilement trouver les pièces et aussi on peut les réparer plus facilement. Bon, on a l'exemple de l'iPhone, par exemple, qui coûte super cher à réparer et limite ça coûte aussi cher d'en racheter un nouveau parfois. Donc c'est là aussi où bah, voilà, à l'achat d'un matériel neuf, il faut faire attention à son indice de réparabilité et à voir est-ce que c'est facile ou pas. Mais après, entre un PC fixe et un PC portable, certes c'est plus petit, mais bon, il y a autant c'est aussi facile quand même de réparer et C'est une idée reçue, hein. d'améliorer. Bonjour, oui, je confirme, c'est pas si compliqué que ça de réparer un PC portable, encore que, faut voir. Mais le changement de pièces dans les PC, en fait, là, le problème qu'on a souvent, nous, je suis responsable d'un service informatique, donc en l'occurrence, je parle un peu en connaissance de cause, Mm. c'est que malheureusement, on fonctionne sous Windows et Windows sort des systèmes assez régulièrement, moins souvent qu'avant. Mais sauf que là, la dernière version, Windows 11, a mis une claque à notre parc informatique que nous, justement, essayons de pousser au bout les machines. En fait, on n'a pas de plan de renouvellement ni rien. Donc, nous, les machines, tant qu'elles fonctionnent, on les conserve, on les upgrade si possible. Mm. Et sauf que là, on est arrivé sur un mur, c'est Windows 11, c'est qu'en fait, les processeurs ne sont plus compatibles avec la nouvelle version. Ouais. Donc là, on a carrément, c'est même pas un logiciel qui fait ramer la machine, c'est carrément le système d'exploitation. Donc là, c'est plus compliqué. Ouais. Et effectivement, il y a des petites solutions de contournement, mais c'est pas une solution qui est envisageable à grande échelle, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours impactant, quoi, pour nous. Bah oui, forcément. Puis après, là, j'ai envie de dire, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. On va pas non plus. Enfin, Windows, Ah, ça reste. oui, c'est Voilà. ça. C'est qu'on peut essayer d'essayer d'essayer de faire comment dirais-je,
de vous faire changer les gens pour une autre solution logicielle, enfin, un autre système d'exploitation, mais là, c'est encore un autre problème qui est Oui, encore oui, plus oui. compliqué. Mm. Et sinon, si je voulais revenir quand même un petit peu rapidement sur justement le Covid, les PC portables, les PC fixes, il y a des chiffres qui sont difficilement euh, obtenables, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. C'est justement, effectivement, les PC portables, ça nécessite beaucoup de matière plus rare, je pense, qu'un PC Mm. fixe, de par la miniaturisation. Mais il y a quand même un gain comment dirais-je, de consommation électrique qui est sans commune mesure, je pense, entre un PC portable et un PC fixe. Donc, cette différence de consommation, je ne sais pas si à grande échelle, comment ça se quantifie. Donc, est-ce que c'est intéressant? Au même titre que ce que vous disiez sur les data centers, bah voilà, quoi, il y a quand même une consommation électrique qui est importante, mais rapportée à l'échelle globale, on ne sait pas ce que ça donne, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que ça, c'est des chiffres qui peuvent être difficiles à obtenir, mais bon, faudrait voir la différence qu'il y a vraiment. Après, il y a aussi une différence, c'est qu'on peut avoir un PC portable, mais si on a par exemple un ou deux écrans externes Ouais, c'est qui sont sûr. allumés en permanence, là par contre, ça a un impact aussi, parce que Ouais, forcément, eux aussi sont branchés sur secteur, oui, quoi. oui, tout à fait, bien sûr. Bah, Mm. oui, en plus, en l'occurrence, c'est le cas. Mais deux écrans, ça consomme toujours moins qu'une tour, en règle générale. Et puis, bah Oui. oui, je termine rapidement. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Effectivement, moi, j'ai des serveurs qui sont assez anciens, qui ont plus d'une dizaine d'années. Donc, je Mm. renouvelle pas à outrance. On renouvelle pas à outrance. Et la question, c'est toujours pareil, la consommation électrique. Donc, effectivement, les microprocesseurs, maintenant, ils sont miniaturisés. La taille de la gravure est de plus en plus fine, ce qui fait que la consommation électrique se réduit beaucoup par Mhm. rapport à la puissance de calcul, en fait. Donc, c'est ça qui est difficile à avoir un comparatif entre mon serveur qui a 10 ans, qui a une consommation électrique, voilà, et un serveur de Mm. maintenant qui consommera peut-être 2 3 4 5 je ne sais pas combien de fois moins, Moins, ouais. et qui sera encore plus, et qui marchera mieux, en plus, qui sera encore plus efficace. Donc, c'est vrai que Mm. ça, c'est des calculs qui sont complexes à faire et à Mm. avoir, quoi. Enfin, des chiffres, mais bon, c'est des problématiques qui nous parlent tous les jours, en fait, Mm. pour nous. Ouais, mais c'est là, avec tout ce que vous avez dit, on se rend compte quand même qu'on peut agir un peu sur toutes les étapes du Ah cycle de bah vie, oui, hein. oui, oui, Ouais. carrément, Si on se complètement, dit complètement. on est obligé d'acheter du neuf, bah on fait attention à qu'est-ce qu'on Mm, achète, on le labellise. mm, Si on n'est pas obligé, on fait attention aux usages, on fait attention à avoir des bons gestes. Et mm. ensuite, Ouais. si on est obligé, bah on fait qu'est-ce qu'on fait après de ce matériel qui n'est plus utilisable ou de ce centre informatique qui est plus utilisable, bah comment est-ce qu'on le recycle, etc. Forcément, il y a beaucoup Ouais, de ouais, leviers bah oui, de d'action. toute façon, oui. Hop, je rends la main. Merci Laurent. Anthony, on vous écoute. Oui, bonjour. Bon, désolé pour le retard. Déjà, je me Bonjour. suis connecté avec une demi-heure de retard suite à des problèmes informatiques. Voilà. On est dans Euh, le thème. voilà. Et je réagissais par rapport à l'intervention de Monsieur Petit qui se posait la question de la vision globale de l'impact gaz à effet de serre, carbone du numérique. Nous, là, on a profité donc je suis à l'agglomération de Bourges. Service mutualisé avec la ville de Bourges, donc on a à peu près 1500, plus de 1500 agents sur les deux collectivités. Et donc on a mis à jour notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre comme on doit le faire réglementairement. Et on a demandé aux prestataires de faire un focus sur le secteur du numérique pour Mhm. justement avoir une idée un petit peu des grandes masses sur lesquelles agir et en tout cas de pouvoir prendre un peu de recul avec tout ça. Donc c'était intéressant et là on va prochainement partager les résultats avec la direction des usages numériques, hein. Moi je suis plutôt sur le service développement durable, Mhm. transition écologique. Donc voilà, je voulais juste réagir à ça par rapport à ce que disait Monsieur Petit et ce que nous montrent les résultats aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'ensemble des compétences des collectivités, la part du numérique est très faible. Quand je vous dis très faible, hein, Ouais, c'est, bah oui. je sais plus le chiffre exact, mais on est en dessous 5%.
Mhm. Parce qu'on a des compétences, on a par exemple un camping municipal et du coup les déplacements des personnes qui viennent au camping sont pris en compte dans le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, donc on voit bien que Et- ça peut vite montrer. Ouais. Et lorsqu'on zoome sur le secteur du numérique, l'impact du parc machine est bien supérieur à l'impact de la consommation énergétique de ces machines. D'accord. Mm. Oui, bah c'est intéressant de savoir. Mais du coup, c'est vrai que si vous avez l'opportunité de faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ou des choses comme ça, demandez parfois des focus sur certains secteurs en particulier, c'est assez intéressant. D'accord, d'accord. Bon, après, nous, on est une petite collectivité de 9200 habitants, donc c'est pas, Ok. on n'est pas dans le périmètre de la réglementation, mais rien n'empêche les bonnes volontés. Mm. Oui, oui, voilà. En tout cas, nous, le retour était intéressant. Moi, j'étais surpris. Je pensais que le volet échange de courriel, Ouais. gestion de la donnée, serveur serait plus impactant que ça. Mhm. Alors bon, alors après, il y a des limites, hein, il y a des biais à ce que je dis, hein, parce que l'année en cours, on a fait ça sur l'année 2022, ça correspond à une année où on a eu un renouvellement de notre parc assez conséquent. D'accord. Voilà. Mm. Oui, mais effectivement, tout de même, il me semble que je peux dire que les chiffres publiés en termes d'analyse sur l'impact environnemental du numérique tend à montrer que c'est effectivement le volet matériel, construction des terminaux qui est très largement le plus impactant sur l'environnement, particulièrement en France où la consommation d'énergie et particulièrement d'électrique est moins carbonée que dans d'autres pays. Ce qui fait quand même dire effectivement que si on cherche à prioriser la diminution de l'impact, c'est plutôt sur l'allongement de la durée de vie qu'il faut tendre à agir et sur voilà, l'achat en reconditionné, l'achat labellisé, la réparation, plutôt que de faire la chasse aux documents en double, aux mails stockés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais en termes d'impact, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus important sur la question du matériel. Je vois qu'il est presque midi, donc on va prendre quelques minutes si on le peut pour conclure très rapidement en vous remerciant déjà d'être avec nous et d'avoir assisté. Puis merci en particulier à ceux qui ont contribué à la discussion. Puis du coup, pour faire un petit en bref de savoir qu'est-ce que vous devez retenir de tout ça, et ben du coup, qu'il existe des obligations réglementaires, qu'elles se renforcent aussi, hein, en faisant le parallèle avec l'accessibilité numérique. Pareil, on a une accélération des réglementations, etc. Donc, pas à l'abri que numérique responsable, ça fasse la même chose. Euh, le plus important, réaliser un état des lieux. Bon, on a eu le dernier témoignage qui nous dit, bah voilà, c'est avec cet état des lieux aussi qu'on peut se rendre compte de où est-ce qu'il y a vraiment un impact au niveau de la collectivité, etc. et sur quoi on peut agir. Et aussi se rendre compte qu'on ne part pas de zéro, il y a sûrement des actions qui sont mises en place qui sont relatifs au numérique responsable. L'exemple des impressions, il y a déjà du paramétrage qui est mis en place. On ne se rend peut-être pas compte de l'impact parce qu'on n'a pas fait cet état des lieux et qu'on n'a pas de stratégie qui est associée, mais on fait déjà des choses, on a déjà des mesures qui sont mises en place. On s'appuie aussi, il faut s'appuyer sur les ressources méthodologiques disponibles librement en ligne, gratuitement, etc. Sur les retours d'expérience aussi, on s'appuie sur les bonnes choses et aussi les mauvaises choses qui ont été faites par les autres collectivités pour forcément reproduire que les bonnes. Vous n'êtes pas seul, il y a de nombreuses collectivités qui sont en mouvement sur le sujet, il y a aussi des organismes qui peuvent vous accompagner, etc. Et il existe une grande variété d'actions et de thématiques sur lesquelles vous lancer en retenant ce que Sacha y disait juste à l'instant en disant c'est vraiment allonger la durée de vie des équipements. Ça, c'est le premier levier et ça, c'est la première grande piste d'action qu'il faut retenir. Et j'ajouterais, petit aparté, notamment pour ceux parmi vous qui sont au sein de services transition écologique, prévention des déchets, économie circulaire, ou sur les questions climat et énergie, que le numérique responsable, c'est une composante à part entière de la transition écologique et que dans les référentiels, notamment qui correspondent à ces thématiques-là, donc je pense notamment aux deux référentiels ADEME, climat et énergie, et économie circulaire, vous avez la possibilité de valoriser certaines actions de numérique responsable. Je pense à la question du réemploi ou à la réduction des consommations énergétiques.
pouvez le valoriser en tant que tel. Et puis de manière générale, comme tout élément de transition écologique, ça peut aussi être un élément de communication. Évidemment, pas de la communication sur du vide, pas du greenwashing, mais a priori, c'est quand même plutôt quelque chose qui suscite des réactions positives auprès des collègues, d'acteurs extérieurs, auprès du grand public. De manière très brève, je vais aussi vous évoquer le fait que nous pouvons vous accompagner, comme l'a dit Juliette. L'idée pour nous, c'est de vous aider à toutes les étapes, potentiellement, là où vous avez des besoins identifiés, pas forcément le temps, les compétences. Pour nous, ça veut déjà vous faire gagner du temps sur la connaissance des enjeux, sur la mobilisation de vos collègues, de vos partenaires, d'acteurs du territoire. Aussi vous accompagner dans la prise de décision, dans la constitution de la gouvernance, dans le suivi, dans l'évaluation. Ça peut être aussi des temps de sensibilisation, de formation pour vous permettre à vous et vos collègues, vos élus, de monter en compétence sur le sujet. Et puis vous accompagner, je le disais, à toutes les étapes sur la réalisation d'un état des lieux, d'un diagnostic interne, d'un diagnostic externe, et puis pour mobiliser vos collègues, pour mobiliser les acteurs du territoire euh, autour de la question du numérique responsable. C'est des compétences dont Spécinov et Théop disposent et qu'on peut mettre à votre service. Donc on est entièrement à votre disposition pour discuter à ce sujet-là et vous présenter peut-être plus en détail, si vous le souhaitez, notre offre d'accompagnement. Il me reste maintenant à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter en direct et puis dès ce soir, vous recevrez un mail avec ce support, avec aussi le lien vers un certain nombre de ressources que nous avons présentées dans ce webinaire. Vous avez vu que la session a été enregistrée, donc nous publierons le replay. Et puis nous annonçons aussi que nous allons enregistrer, Juliette et moi, un webinaire, non, pardon, un podcast sur le sujet, à la fois sur la base de ce que nous avons préparé et puis également enrichi des discussions que nous avons pu avoir avec vous et que nous aurons demain avec les participants de la session de demain et qui devrait être disponible d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis merci encore.